persévérer dans l'erreur. Et de façon durable, il continue dans cet acte qui consiste à faire un acte juste, et malgré tout, même si l'acte est juste, il croit qu'il a fait une erreur. Il est dans un cercle vicieux infernal. Nous avons donc décidé de rompre ce cercle vicieux en ne stimulant pas de façon cérébrale profonde le cortex singulaire antérieur, c'est beaucoup trop vaste à stimuler. Nous avons choisi de stimuler le striatum ventral, car c'est le confluent des fibres qui viennent du cortex singulaire antérieur. Donc nous avons visé le striatum ventral, comme vous pouvez le voir ici, et nous avons ensuite implanté des électrodes de façon bilatérale dans chaque striatum ventral. Et ce qui corrobore l'hypothèse de l'emballement de ce pool neuronal qui code pour l'échec, c'est le fait que les neurones du cortex du striatum ventral sont normalement silencieux. Les medium spiny cells du striatum sont normalement silencieuses. Et là, vous pouvez voir 4 neurones enregistrés, c'est le travail de Dominique Gouel, 4 neurones enregistrés avant de démarrer la stimulation cérébrale profonde dans le striatum, enregistrés au niveau du striatum. Et normalement, on ne devrait pas avoir d'activité. Et là, on a une activité extrêmement importante dans ces 4 neurones, ce qui traduit bien l'emballement du système qui code pour l'erreur dans la boucle limbique. 3 patients extrêmement graves, résistants et invalidants ont été opérés avec cette technique. Et je vous présente les résultats d'un de ces patients. Vous pouvez voir dans la partie supérieure à droite la diminution après la chirurgie des dimensions anxiété et dépression mesurées par les échelles d'Hamilton correspondantes. Et dans la partie inférieure, vous voyez en bas l'échelle de e-box, la YEL, l'échelle de YEL pour quantifier les obsessions et les compulsions, qui diminue après la chirurgie, alors que l'échelle qui quantifie l'état global de fonctionnement du patient, qui traduit le fait que le sujet retrouve une activité normale et peut sortir de ses rituels, vous voyez que la courbe augmente et le sujet, bien sûr, se trouve dans une situation beaucoup plus heureuse, très bénéfique pour lui. Chez 2 de ces patients particulièrement graves, il y a eu vraiment des résultats durables dans le temps. Mais j'insiste sur le fait que cette technique doit être réservée à de telles situations et menée à bien par des équipes multidisciplinaires, avec des neuropsychiatres, des neurologues, des neurochirurgiens et des neurophysiologistes. Alors, quelles sont les indications futures de la stimulation cérébrale profonde dans le champ psychiatrique? Les troubles dépressifs résistants et chroniques apparaissent comme sûrement une approche possible. Des approches soins recherche ont été menées, mais jusqu'à présent, le CCNE en France, le Comité consultatif d'éthique, reste réservé. Pourtant, au plan physiopathologique, il y a des données. L'imagerie en particulier indique qu'il existe un centre dysfonctionnel important au niveau du cortex singulaire antérieur, dans les aires 24-25, avec une composante amygdalo-hippocampique. De plus, d'ailleurs, on sait que la trachéotomie sous-codée, qui était pratiquée avant dans ces situations, pouvait donner des résultats intéressants. Aujourd'hui, 2 cibles sont proposées, l'aire subgénuale du cingulum, l'aire 25 du cortex singulaire antérieur, et par ailleurs la partie ventrale du striatum, encore lui, avec le noyau accumbens. D'autres pathologies peuvent être également proposées avec extrêmement de grande prudence. C'est l'alcoolodépendance, la toxicomanie à la cocaïne et les troubles du comportement alimentaire. Là encore, on retrouve des cibles qui sont souvent les mêmes. C'est des cibles de confluence, de convergence des voies impliquées dans le système limbique. Qu'il s'agisse du noyau accumbens, striatum ventral, ou qu'il s'agisse du noyau sous-thalamique dans sa partie limbique. Des indications plus rares peuvent également faire l'objet d'attention. Le syndrome de Gilles de la Tourette dans des formes graves avec le noyau sous-thalamique, certaines épilepsies résistantes ou des douleurs intraitables, avec le complexe centromédian parafasciculaire du thalamus. Très très discutable, ce sont les travaux de Lozano, récents d'ailleurs, la stimulation cérébrale du trigone et des fibres hippocampiques dans la maladie d'Alzheimer, alors que l'hippocampe est en grande partie détruit,
paraît vraiment extrêmement discutable. Les dangers d'abuser de la stimulation cérébrale profonde restent possibles. En effet, je vais rappeler très vite ici les travaux de 3 personnes qui, avant l'ère de la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire avant les années 80, avaient tenté des stimulations cérébrales, souvent d'ailleurs dans un but de repérage plus que de stimulation à long terme pour détruire. Mais enfin, je voulais parler des travaux de Sam Jacobsen, qui dit qu'il améliore des états psychotiques en stimulant le cortex préfrontal ventromédian, mais surtout, il va définir pas loin de 3000 points dans le cerveau où la stimulation va donner 9 catégories de réponses. Du bien-être, de l'euphorie, de l'anxiété, de l'agitation, du dégoût, de la sensation de mort imminente, de la sensation orgasmique. Et il pense avec cela qu'il va pouvoir utiliser ces données pour traiter certaines pathologies. Par exemple, dans une dépression, il va stimuler les points qui vont lui donner du plaisir. Un raisonnement extrêmement naïf. Delgado est très connu, vous savez, c'est celui qui a arrêté avec un système d'émetteur-récepteur un taureau dans une arène en stimulant le noyau codé. Mais il pensait pouvoir manipuler les comportements de l'homme et de l'animal, et il a produit un livre fameux que je vous conseille, qui s'appelle Physical Control of the Mind, Toward a Psycho-Civilized Society. C'est quand même extrêmement naïf et dangereux. Et enfin, Robert Heath, qui s'est intéressé à l'air septal qui donnait des composantes comportementales euphorisantes, agréables. Il avait amené même un sujet à s'auto-stimuler, comme le rat de Holzheimer. Il a même utilisé dans des douleurs intraitables, il disait avec la douleur je contrecarre, avec la stimulation de bien-être je contrecarre la douleur. Et en 1972, avec sa technique, il a prétendu avoir guéri des schizophrènes et surtout transformé un homosexuel en hétérosexuel. C'est pour dire qu'il faut être extrêmement prudent, car déjà certains parlent d'une neuroanatomie de la moralité et voient dans la stimulation cérébrale profonde un instrument pour normaliser des comportements déviants. En Chine, d'ailleurs, des milliers de morphinomanes ont subi des destructions bilatérales du noyau accumbens. Ça, c'est la psychochirurgie ancienne. En Colombie, les neurochirurgiens ont rapporté l'efficacité de la lésion de l'hypothalamus, de certains noyaux de l'hypothalamus, par radiochirurgie, pour de l'agressivité réfractaire. Ceci aussi a été fait en Inde, au Mexique, y compris chez les enfants de moins de 6 ans. Donc, tout ceci doit rester hautement présent dans nos mémoires. Alors finalement, respect et recommandations. En France, il y a l'avis numéro 71 du Comité consultatif national d'éthique, qui fait bien le point sur la question. Aux États-Unis, il y a un consensus sur la stimulation cérébrale profonde et les maladies psychiatriques, qui a été publié en 2009 dans les Archives of General Psychiatry. Alors, d'une façon générale, que peut-on retenir? 1. L'utilisation de la stimulation cérébrale profonde en psychiatrie doit être un dernier recours et également aussi doit garder un caractère réversible et reproductible. Elle doit se faire uniquement dans des centres agréés par des équipes multidisciplinaires reconnues et expérimentées. À ce jour en France, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, le comité consultatif d'éthique a donné un avis favorable seulement pour les TOC résistants et invalidants, avec un encadrement strict, c'est-à-dire que pour toutes les autres indications possibles, il va falloir utiliser des sollicitations chaque fois. Pour les troubles dépressifs résistants chroniques, les désordres affectifs graves et résistants chez certains grands schizophrènes, ou encore dans des cas d'auto ou d'hétéroagressivité. Ainsi, avant toute prise de décision, il faut mettre en place un comité spécial agissant en 2 phases. Une première phase d'instruction qui va analyser la sévérité, la gravité, la résistance de ces patients et surtout
les données physiopathologiques suffisamment robustes pour définir une cible. Quand on ne sait pas, on ne le fait pas. Dans un second temps, le comité sera élargi à des éthiciens qui évalueront l'autonomie du patient, son libre arbitre et la valeur de son consentement. Je dis bien la valeur de son consentement éclairé. Le comité doit préserver l'intégrité de la personne, apprécier le bénéfice potentiel et les modifications que peut entraîner, que peut produire l'intervention sur la personnalité et les fonctions cognitives du patient. Ainsi, sera établi un protocole très strict. Le patient devra avoir conscience qu'il est dans un processus soin-recherche. Et il sera impératif de mener des évaluations précises en notant les effets parallèles ou secondaires qui devront être publiés. Par exemple, ça a été rappelé ce matin, la stimulation cérébrale profonde du NST peut donner des effets parallèles ou secondaires, dyskinésie, impulsivité, hypersexualité, sensation d'être un robot, apathie. Tout ceci peut résulter de la diffusion du courant sur des structures ou des réseaux. Il faut savoir en tirer les conséquences physiopathologiques, en sachant que très vraisemblablement, à terme, la miniaturisation des systèmes implantés, mais les coûts qu'on a évoqués ce matin seront alors, au moins dans un premier temps, très élevés, en faisant référence aux classiques techniques NBIC. À ce moment-là, sûrement, il sera possible de mener à bien une neuromodulation non lésionnelle adaptée aux contraintes des réseaux neuronaux. Adaptée aux contraintes des réseaux neuronaux. Le recours à la stimulation cérébrale profonde devra exclure certaines considérations liées à des raisons socio-économiques. Réduire les coûts de santé pour calmer les malades mentaux et rendre le travail des soignants plus tranquille, c'était une idée déjà de Freeman, de Watt et de Gazmani. On opère les malades, ensuite ils sont tranquilles, on les renvoie même chez eux. Alternativement, aux États-Unis, certains neurochirurgiens proposent aux parkinsoniens, et il n'y a pas qu'aux États-Unis, une destruction du NST plutôt qu'une stimulation cérébrale profonde, qui est beaucoup plus chère, sans tenir compte de l'irréversibilité. Enfin, un dernier point très important, c'est l'utilisation de la stimulation cérébrale profonde sur des cibles encore à définir, en réponse à des injonctions judiciaires ou des nécessités sociales pour des affections centrées sur l'auto ou l'hétéro-agressivité. Normalement, ce n'est pas acceptable. Je dis bien normalement. Cependant, il y a toujours un cependant en médecine, et souvent ailleurs. Devant des troubles liés à des pathologies gravissimes, il est difficile de trouver une plage de clarté en vue du consentement. À ce moment-là, le médecin et le comité ad hoc devront s'interroger sur la licéité thérapeutique, donc modifier un tel comportement. Il faudra surmonter un conflit d'intérêts entre la société elle-même, l'entourage et le patient souffrant de graves troubles de la personnalité. La question ultime sera: peut-on appliquer une mesure chirurgicale sans consentement réel à de tels patients? Et je voudrais citer une phrase très intéressante, qui est quand même une phrase humaine, du Comité consultatif national d'éthique. La dimension de souffrance que revêt la maladie psychiatrique peut conduire à solliciter de nouvelles approches dont le fondement soit avant tout celui d'un accompagnement plus humain plutôt que de l'indifférence à l'enfermement, à la contrainte et à la déchéance. Exceptionnellement. Au total, la stimulation cérébrale profonde a apporté une thérapie nouvelle, réversible et très efficace dans la maladie de Parkinson, quand elle est sévère et surtout fluctuante, et en général dans des mouvements anormaux. Elle ouvre des perspectives sur la pathologie psychiatrique. Néanmoins, gardant à l'esprit l'ère obscure de la psychochirurgie, une grande prudence s'impose, tant dans les indications que dans le respect de l'éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard. Je ne sais pas si ça marche ou ça marche. Pour cette très belle conférence.
et pour avoir respecté les 30 minutes de temps imparti. Voilà, donc j'ouvre la discussion avec l'Assemblée présente. Bonjour monsieur, vous préconisez une grande prudence. Oui. Mais qu'en est-il? Vous savez qu'on vit dans un monde réel On vit dans un monde réel d'émulation très soutenue entre différentes équipes de recherche. Tout à l'heure, vous avez cité que sous d'autres latitudes, la recherche ne s'embarrassait pas du tout de principes moraux. Qu'en est-il? Vous avez devant vous de jeunes chercheurs. Est-ce que c'est un frein à leur volonté de savoir, au sens noble du terme? Si l'on pose comme principe, cher monsieur, la sacralisation de la personne humaine, on ne fait pas n'importe quoi. On essaie d'avoir des bases physiopathologiques. C'est là où il faut que la recherche fondamentale, la recherche clinique, continue à travailler à partir des données actuelles pour aller plus loin. Mais je pense que toutes les personnes qui sont ici, quelles que soient leurs opinions religieuses, politiques, laïques, peu importe, sont attachées à cette sacralisation de la personne humaine. Et quand on voit les débordements qu'il y a eu tant dans la psychochirurgie lésionnelle que les premières tentatives de stimulation où les gens vous disent qu'ils ont guéri des homosexuels comme ça, je crois qu'on a le droit d'être extrêmement prudent. Donc il faut qu'il y ait des comités à la fois scientifiques, philosophiques, éthiques, avec la présence de religieux, bien sûr, aussi à l'intérieur, pour apprécier les situations au cas par cas. Mais on ne peut pas, comme ça, décider, comme on l'a fait à une époque, tout seul, au détour d'un couloir, d'opérer un patient. C'est ce que je veux dire. Dès lors qu'on pose... Je crois que j'ai rapidement cité le code de Nuremberg. Je ne parle même pas de la déclaration des droits de l'homme, mais le code de Nuremberg. Le code de Nuremberg, en 1947, il a été promulgué, il a été écrit et promulgué parce qu'on sortait d'une époque où véritablement on n'avait pas respecté la personne. Ni la personne, ni la personnalité. On avait fait n'importe quoi. On avait détruit les identités des gens pour faire souvent d'ailleurs aucune recherche fondée et qui n'a d'ailleurs qui n'a pas perduré. Voilà. Donc je crois qu'il faut rester attaché à cela. Nous sommes des médecins, nous sommes des chercheurs, des scientifiques, nous avons une certaine conception de l'homme, de ce que représente un homme avec son esprit, sa liberté, et ça, si on commence à toucher à ces éléments-là, on commence à perdre notre âme. C'est tout. Oui, c'est Cathy. Merci, professeur Biolac, pour cette conférence très intéressante. Alors, monsieur le professeur Biolac a été un enseignant de biologie et surtout d'éthique. En première année de médecine, il enseignait les étudiants pour enseigner pendant des années d'éthique biomédicale. Alors, j'ai un commentaire concernant, même si la démarche qui a été faite en France à travers l'étude expérimentale pour le maladie de Parkinson, par exemple, les États-Unis ont mis peut-être 8 ans avant de donner l'accréditation à cette intervention. On ne connaît pas les raisons. Est-ce que c'était des raisons éthiques ou bien tout simplement de concurrence scientifique entre guillemets, etc. Économique. Et troisième, ma question, c'est que pensez-vous des interventions qui se font actuellement, par exemple, vous avez parlé de l'hétéroagressivité, de l'autoagressivité, le syndrome de Leschnian et le Gilles de la Tourette, avec vraiment des cas qui sont pratiquement, disons, la vie, aussi bien leur vie que celle de leur famille, est vraiment très très difficile. Et avec un recul, quand il y a des patients qui ont été opérés pour ce genre de pathologie, avec quand même des résultats dans la littérature qui ne sont pas... J'ai cité le Gilles de la Tourette comme une indication possible, de la même façon que des cas d'auto et d'hétéroagressivité comme des indications possibles. Et relisez cette phrase du Comité national d'éthique, quand même une phrase qui ne ferme pas les portes, dans la mesure où les choses sont faites avec des comités spéciaux scientifiques et d'éthiciens. La dimension de souffrance que revêt la maladie psychiatrique peut conduire à solliciter de nouvelles approches dont le fondement soit avant tout un accompagnement plus humain, plus que de l'indifférence à l'enfermement. Donc ça n'exclut pas, mais que
que cela soit fait selon des règles où l'on a réfléchi avant, sur le plan à la fois scientifique, physiopathologique. Il faut qu'on soit d'accord sur des cibles, il faut réfléchir sur les cibles. C'est très important. Et ensuite, il faut essayer de prendre le maximum de garanties. Mais il est évident que dans certains cas, c'est ce qui est indiqué également ici, lorsque vous n'avez pas de plage de clarté dans un consentement possible, il est possible, dans certains cas, d'aller vers une thérapeutique de la sorte sans consentement réel. Donc, oui, c'est possible, mais à condition d'être d'une très grande prudence et d'une très grande humanité. Physiopathologie, prudence, humanité, éthique. Professeur Alaoui Febs. Merci. Vous avez signalé certains dérapages dans certains États, en particulier en Chine, Oui. et en Amérique latine, Oui. peut-être dans d'autres États totalitaires. Vous avez en Russie, je n'ai pas fait le bilan, mais on peut faire un bilan aussi en Russie, où on a utilisé la destruction de différentes structures du corps. On a fait des singulectomies antérieures très largement, en des cas de toxicomanie et de déviance morale. J'aimerais bien qu'on explique ce que c'est qu'une déviance morale dans un pays totalitaire. Comment il faudrait faire pour avoir un code universel d'éthique, de stimulation cérébrale? Vous avez tout à fait raison, monsieur. Éventuellement, par les Nations Unies, qui va Absolument. s'appliquer. Il y a des gens qui travaillent ça. Au niveau, disons, étatique, mais aussi au niveau entre National, collègues universitaires pour exclure ces chercheurs, ces médecins de cette pratique. Vous avez répondu, monsieur, c'est tout à fait vrai. Je sais que ce soit au niveau de l'Europe, il y a un comité d'éthique qui se penche sur cette question, européen, et aux États-Unis, à l'ONU, il y a aussi un comité d'éthique qui a inscrit depuis longtemps la nécessité d'aller vers des règles, des consensus, mais hélas, ce n'est pas encore accepté. Vous savez qu'aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, il faut toujours qu'il y ait une unanimité pour qu'un avis soit promulgué. Or, l'unanimité est quelquefois impossible à obtenir. Il faudrait peut-être, dans ces cas-là, qu'il y ait une large majorité qui puisse permettre d'établir des règles internationales. Mais ce n'a pas encore été fait. Parce que la lourdeur des institutions internationales est telle qu'on a mis la plupart du temps ce problème de l'unanimité qui est presque toujours très, très difficile à obtenir. Et vous avez entièrement raison. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais quand même soulever le cas de ce qui s'est passé aussi aux États-Unis avec la fille de Fitzgerald Kennedy. Oui, oui. Et il n'y a pas que dans les hôpitaux et aussi pendant le Reich, c'est-à-dire en état de guerre, il y a énormément de choses qui ont été faites en ce sens. Je n'ai rien à ajouter sur la fille de Kennedy. Ça a été fait dans des conditions, mais c'était une transorbitaire, donc qui prenait très peu de temps. Transorbitaire, Freeman et Watt disaient qu'en l'espace d'une heure, ils pouvaient en faire une dizaine. Ils faisaient ça sans anesthésie générale, uniquement avec une espèce de pic qui passait par l'orbite, la partie inférieure de l'orbite, et ils allaient détruire la voie thalamus-frontale. Voilà. Donc elle a fait partie de ces heureux gagnants. Et il y a un autre cas aussi qui est très célèbre, c'est celui d'Evita Peron, où on avait fait ça, elle était en phase terminale de son cancer généralisé, elle souffrait terriblement, et on a pensé qu'en faisant une thalamotomie préfrontale, on la rendrait indifférente, car c'était l'idée, on rend le sujet indifférent à ses problèmes. Voilà. Donc, voilà, alors, je ne sais pas ce que ça a donné, mais enfin, bon, c'est des cas très célèbres. Il y en a d'autres aussi, mais ceux-là sont particulièrement célèbres. La fille Kennedy était dans un état pitoyable, c'est-à-dire elle était beaucoup plus mal après qu'avant. Voilà. Merci beaucoup Bernard. Maintenant, je vais passer...
Je vais donner la parole au docteur Rabia Bouali Benzouz en soulignant que, comme Hamid Benzouz, aujourd'hui c'est sa journée. Donc, nous sommes très heureux qu'elle soit honorée pour ses travaux sur la douleur et la maladie de Parkinson. Et je souligne aussi, Rabia, que même si c'est ta journée, essaie quand même de mettre que 30 minutes. Je vais essayer pour faire ton tour. Merci pour le rappel, Nouria. Je vais essayer. C'est vrai, d'habitude, je traîne un petit peu, je parle beaucoup, mais je vais essayer de passer rapidement sur certains aspects, puisque ça a été bien traité par les collègues qui ont parlé avant moi. Alors, donc, moi je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un thème qui m'est très cher, parce que je travaille dans une équipe, ou plutôt au sein d'une équipe qui travaille sur la douleur. Donc je vais parler donc, de la douleur, un fardeau sous-estimé dans la maladie de Parkinson. Donc déjà, je vais parler très vite sur cette diapositive-là, puisque les symptômes moteurs de la maladie ont été largement expliqués et présentés tout au long de cette journée. Mais je vais juste faire allusion, Dominique Gouel aussi en a parlé, des symptômes non moteurs. Il y en a plusieurs, des symptômes neuropsychiatriques, des symptômes qui touchent donc le système nerveux autonome, des troubles de sommeil, la fatigue, des troubles sensoriels qui touchent l'odorat et la vision. Donc moi je vais parler du symptôme qui m'intéresse ici aujourd'hui, donc la douleur, ou plutôt les douleurs, puisqu'il y a plusieurs types, et je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui qu'il y a plusieurs douleurs et non pas un seul type de douleur. Donc, tout d'abord, la douleur et maladie de Parkinson. La douleur a été déjà décrite par James Parkinson en 1817 dans sa thèse qui a été publiée en fait à ce moment-là. Donc, symptômes douleur étaient déjà présents avec la description qu'il a donnée des autres symptômes. La prévalence de la douleur est en moyenne, dans le cas de la maladie de Parkinson, est de 56,7%. Et selon les études, on voit que le pourcentage varie de 40 à 85%. Et donc cela est dû probablement, et même sûrement je dirais, en moyen aux outils qui ont été utilisés et pour classifier, pour distinguer ces douleurs-là. Donc ça veut dire que les auteurs n'ont pas à chaque fois précisé ou n'ont pas pointé un seul type de douleur. En tout cas, en France, la consommation chronique de traitements analgésiques est de 33% chez les patients parkinsoniens, alors que dans la population générale, elle est que de 20%. Donc ça montre quand même que ces parkinsoniens, ces malades parkinsoniens, souffrent donc de douleurs avec S. Donc ça, c'était le travail qui a été fait par la neurologue toulousaine, Christine Breffel-Courbon, voilà, qui s'intéresse énormément donc, à la douleur, en tout cas en France, avec d'autres neurologues bien sûr. Donc les douleurs sont sous-estimées, et ça on est persuadé, et de fait qu'ils sont sous-estimés dans cette maladie de Parkinson, ils sont un peu, on va dire, mal pris en charge, ou bénéficient de traitements pas tout à fait adéquats. La douleur, mais ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, a un impact négatif sur la qualité de la vie, que ce soit quand c'est une pathologie à part entière ou quand ça touche la maladie de Parkinson. Et pourtant, personne n'aime cette douleur, mais je vais essayer aussi de vous convaincre aujourd'hui que la douleur, dans certains cas, est plutôt essentielle pour notre survie. Donc, je mets l'exemple de ce jeune homme ici, donc un jeune homme de 12 ans, qui souffre d'une insensibilité totale à la douleur. Donc il ne perçoit pas la douleur. C'est pour ça, donc quand il ronge ses ongles, il ne s'arrête pas aux ongles, il peut aller plus loin. Donc il peut ronger aussi les doigts. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Ses doigts, donc il manque quelques doigts. Pareil, on voit aussi des ulcères au niveau de ses jambes. Parce que quand ils tombent, ils ne sentent pas la douleur, donc du coup,
ne va pas se soigner, et donc il ne s'occupe pas de ses blessures. Donc tout ça pour vous montrer et essayer de partager avec vous que la douleur, c'est quand même une expression, une sensation, une expérience qui a un substrat biologique. Et dans le cas de ce jeune homme, de ce jeune garçon, pardon, c'est l'absence en fait de certains types de récepteurs à la douleur qui sont donc les responsables, ou la conséquence, c'est cette insensibilité à la douleur. Ces jeunes enfants, en fait, quand ils souffrent de ce type de pathologie ou de mutation génétique, malheureusement, ils ne survivent pas longtemps, ils meurent à l'âge de l'adolescence. Donc on va faire un petit peu d'histoire avec vous, mais concernant donc la douleur, car la douleur tout au long de l'histoire n'a pas eu la même signification ou la même définition. Donc on va commencer par l'époque, mais je vais aller quand même assez vite. On va commencer par l'époque d'Antiquité gréco-romaine, avec les philosophes. À l'époque, les médecins étaient aussi philosophes, pas comme maintenant. Donc on va commencer par Platon. Je suis désolée. La douleur et le plaisir sont ressentis par le cœur, parce qu'à l'époque, on pensait que le cœur était le centre de l'âme, de l'homme. Après, donc c'était Aristote, en fait, qui continue sur la même voie, et donc il pensait carrément que la douleur était en fait comme un esprit qui va pénétrer dans l'organisme à travers les blessures que l'on a. Ensuite Démocrite, qui lui va définir plutôt la douleur, la maladie, comme une altération des humeurs. Donc vous voyez que c'est pour la première fois quand on va dire on s'éloigne un petit peu de cette notion de divinité. Donc la douleur n'est pas une punition de Dieu, c'est vraiment nos humeurs, on ne sait pas trop pourquoi, en tout cas qui serait à l'origine de cette sensation qu'on appelle douleur. Alors ensuite Hippocrate, dans son corpus hippocratique, lui a fait usage de drogue d'origine végétale, et comme vous le savez déjà, c'est pas la peine qu'on le rappelle, il a utilisé aussi le sucre de pavot pour ce type de traitement, par exemple, de la douleur. Galien, lui, donc il avait défini la douleur comme une passion de l'âme. Il a fait donc une description, ou plutôt une représentation très précise du système nerveux et central et périphérique. Donc, juste une petite parenthèse, centrale pour cerveau et moelle épinière, système nerveux périphérique, ce sont tous les nerfs qui relient donc le cerveau et la moelle épinière à la périphérie pour type organe des sens, etc. Donc, on va au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je vais faire plaisir à certaines personnes de la salle pour rappeler que la transmission du savoir dans le monde arabo-musulman était en plein essor à cette période. Donc, je rappelle juste en Orient Ibn Sina ou Avicenne, qui avait, donc, dans le canon de la médecine, avait décrit une quinzaine de types de douleurs, alors qu'en Occident, la douleur était considérée comme une punition divine. L'Église, qui avait quand même le pouvoir pendant cette période, mettait l'accent sur la souffrance du Christ et le présentait quand même comme un modèle de souffrance à supporter. Donc si le Christ a souffert, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne souffre pas. Donc on revient en fait à un certain immobilisme, voire une régression de ce qui a été à l'époque donc des philosophes médecins. Et cela a été, on va dire, un peu entretenu, si j'ose dire, par le fait que les dissections animales étaient interdites et les autopsies et les dissections des cadavres étaient jugées comme une profanation. Donc c'est qu'à partir du XIIe siècle que la médecine arabo-musulmane a été, on va dire, a franchi la frontière, dans l'autre sens cette fois-ci, et partie vers l'Europe. Donc je reviens à la théorie de la douleur avec René Descartes, qui le premier a proposé que la douleur était une perturbation qui partait donc de la périphérie, des nerfs, vers le cerveau. Donc on va s'éloigner de cette expérience mystique et spirituelle pour aller
vers une définition d'une sensation plutôt physique, pour se rapprocher donc de la définition qu'on a maintenant de cette douleur, qui est à la fois une transmission de l'information de la périphérie via la moelle épinière vers le cerveau, et un retour de l'information, donc une modulation de cette sensation des sens supérieurs, donc le cerveau vers la périphérie, donc pour, on va dire, équilibrer, moduler, contrôler cette douleur. On arrive à la définition moderne de la douleur, et qui est donnée, et on va dire acceptée par tous, donnée par l'Association internationale de l'étude de la douleur, l'IASP, qui définit la douleur comme ceci. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle au potentiel ou décrite dans ces termes. Donc j'insiste juste sur le fait que pour la première fois, et avec cette définition-là, on rajoute une dimension émotionnelle à cette expérience, on va dire physique ou sensorielle. Et il y a la notion, bien sûr, de lésion ou pas, qu'on va voir tout de suite après. Donc cette douleur, plutôt où les douleurs s'articulent autour de 4 axes, quatre axes fondamentaux. Une composante sensorielle, une composante affective émotionnelle, une composante cognitive et une 4e composante comportementale. Alors la sensorielle, c'est ce que vous ressentez en fait physiquement. C'est-à-dire comment vous allez décrire cette douleur. Quelle est la nature du stimulus qui cause cette douleur? Sa durée, son intensité et sa localisation. C'est du sensoriel. La composante affective et émotionnelle, c'est ce que vous ressentez moralement. C'est-à-dire, c'est l'expression du caractère pénible, désagréable, qui accompagne en fait cette douleur. C'est un peu le retentissement sur votre affect, votre humeur, la gêne, l'anxiété, l'angoisse ou la dépression. Pour le troisième axe, donc la composante cognitive, c'est ce que vous pensez de cette douleur. C'est le sens que vous lui donnez. Et c'est un ensemble de processus qui vous permet en fait de moduler cette douleur. C'est l'attention que vous allez donner à cette douleur, l'anticipation, la mémoire, etc. Et le dernier axe, c'est la composante comportementale. C'est comment vous exprimez votre douleur. Soit vous allez, on va dire, vocaliser, crier, se plaindre, faire une posture, si on a mal au ventre, donc on va dire des postures antalgiques, repli, agitation, etc. Donc je voudrais juste partager avec vous cette donnée qui pour moi est hyper importante, c'est montrer qu'il y a des structures cérébrales qui sont impliquées dans la perception de la douleur. Ce n'est pas la douleur, c'est pas qu'une sensation, c'est quand même des structures cérébrales qui vont recevoir cette information. Enfin, on parle dans notre jargon de pain matrix. C'est grâce quand même au développement des technologies d'imagerie qu'on a pu visualiser des changements d'activité cérébrale en réponse à une stimulation douloureuse. Donc en fait, il y a on va dire des auteurs qui ont fait des études d'imagerie et qui ont stimulé, avec un stimulus nociceptif, donc douloureux, des patients. Ils ont regardé dans le cerveau ce qui se passe. Et donc, comme on le voit ici sur ce schéma-là, il y a des régions corticales, donc la partie supérieure du cerveau, des régions sous-corticales. On peut vous citer, par exemple, le thalamus, dont on a souvent parlé durant la journée, les ganglions de la base, dont on a souvent parlé aussi aujourd'hui. Ce sont des structures qui sont impliquées aussi dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Donc, vous voyez les liens entre ces deux pathologies, la douleur et la maladie de Parkinson. Donc je vais quand même avancer un petit peu sur ces données-là pour vous exposer les deux grands types donc, de douleurs qu'on connaît, des douleurs physiologiques, ils sont de deux types, soit nociceptives, soit inflammatoires, ou des douleurs pathologiques de type neuropathique ou dysfonctionnel. Donc physiologique, pour simplifier les choses, les douleurs physiologiques
utiles pour l'organisme, les douleurs pathologiques inutiles. Avoir mal à la tête, avoir la migraine, pour nous les femmes, ça ne sert absolument à rien. C'est une douleur en fait pathologique. Donc je reviens, les douleurs physiologiques de deux types. Je commence par les douleurs nociceptives. Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'inflammation. C'est juste quand il y a un stimulus nociceptif, par exemple il fait froid, un froid extrême, une chaleur extrême. On s'est tapé par exemple avec un marteau lors d'un bricolage, on s'est renversé un produit chimique. Bon, il y a une douleur et cette douleur permet donc de se retirer ou de retirer en fait l'agent ou le stimulus nociceptif. C'est le cas par exemple du feu. Si on ne fait pas attention, qu'on met la main sur une plaque chauffante, donc si on ne ressent pas cette douleur, on va laisser notre main et on va se brûler. Donc ça, c'est une douleur physiologique utile de type nociceptif. Le deuxième type de douleur physiologique, c'est ce qu'on appelle la douleur inflammatoire. Et cette douleur, en fait, elle résulte, on va dire, après une lésion. Après une lésion, par exemple, au niveau du tissu, si on se tape toujours le doigt avec un marteau, si on ne sait pas bricoler et qu'on se tape effectivement le doigt avec un marteau, qu'est-ce qui se passe? Le doigt va rougir, va gonfler, va chauffer. Et c'est une douleur de type inflammatoire parce qu'il y a la libération de toute une soupe inflammatoire au niveau de la partie qui est lésée. Et donc cette douleur, elle est utile parce qu'on va protéger la partie lésée. Et on ne va pas l'abîmer encore plus. Donc on va se protéger justement et ça permet d'avancer ou d'accélérer la guérison de la partie qui a été touchée. Donc j'espère que jusque-là les choses sont claires. Donc cette douleur, on va dire, qui est utile, adaptative et dont on a besoin, super importante, il faut qu'on la garde, tout va bien. Le problème, c'est quand cette douleur va se transformer en une douleur chronique, c'est-à-dire qu'on a une sensibilisation à long terme qui va se mettre en place. On ne connaît pas très bien les mécanismes de ce passage de cette douleur, on va dire, utile à une douleur inutile. C'est le sujet de l'équipe de recherche dans laquelle je travaille. Donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse beaucoup à ce type de douleur pathologique, plus précisément la douleur neuropathique. Pour simplifier les choses, la douleur neuropathique, elle est en fait due à une lésion ou à une maladie qui aurait touché notre système nerveux, que ce soit au niveau périphérique ou au niveau central, cerveau au moins épinière. Pour ce type de douleur qu'on appelle neuropathique, il y a une forte réponse neuroimmune, une amplification sensorielle, c'est-à-dire une hypersensibilité, et il est évoqué par tout type de stimuli, que ça soit faible ou fort. Tout nous fait mal si on se touche, si on applique ce stimulus. L'autre type donc, de douleur pathologique, ce sont les douleurs dysfonctionnelles. Alors là, mystère, il n'y a pas de lésion du système nerveux, on ne sait pas comment ça arrive, il n'y a pas d'inflammation non plus périphérique, alors qu'on a les mêmes symptômes. On a une amplification sensorielle. Le problème, c'est qu'on a stimulus ou pas, on a ce type de douleur. Donc, vraiment, c'est parmi les douleurs qu'on n'arrive pas encore à connaître. Alors après, je dirais cette longue introduction, mais c'est la moitié de mon speech quand même, je te rassure Nolia. Je vais rentrer dans le vif des sujets, mais je pense que cet éclairage est très important pour comprendre la suite. On va voir la place donc, des douleurs dans la maladie de Parkinson, et vous allez voir que ce n'est pas non plus si simple, parce que ces douleurs sont multiples. Tout ce que j'ai raconté existe aussi chez les malades parkinsoniens. C'est pour ça qu'il y a un super article qui a été publié en 2012 qui nous met en garde, qui nous dit qu'il faut absolument développer des outils, des questionnaires pour arriver à classifier ces douleurs-là pour qu'on puisse mieux les traiter. Donc, juste, je vais vous présenter cette taxonomie à 4 colonnes, puisqu'il y en a 4, effectivement, et cette taxonomie-là va nous guider justement pour essayer de voir un peu plus clair dans ce magma de douleurs complexes. Le premier, le premier point à voir ou à séparer, ce sont les douleurs qui ne sont pas liées à la maladie elle-même.
Et pour simplifier encore les choses, un malade parkinsonien peut avoir des douleurs dues à son arthrose, comme n'importe quelle autre personne malade d'autre chose ou saine. De toute façon, voilà. Donc ce type de douleur, le problème c'est que le parkinsonien, qui a un problème de perception de la douleur, il va sentir des douleurs dues à l'arthrose beaucoup plus fortement que n'importe quel autre malade. Merci de me dire oui. Et donc l'autre type de douleur, effectivement, ce sont des douleurs qui sont liées directement à la maladie. Et là, on voit 3 types dans la colonne du milieu, les fameuses douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques et ce qu'on appelle diverses ou autres, qu'on classifie un petit peu à part, qui ne rentrent pas dans ces 2 types de douleurs. Les douleurs nociceptives, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sont des douleurs qui sont liées, par exemple, à tous ces symptômes moteurs de la maladie. Ce sont soit de type musculosquelettique, viscéral ou cutané. Il y a plein d'exemples à droite, des structures spécifiques ou des pathologies correspondantes. Les douleurs neuropathiques, pareil que pour les autres personnes, elles peuvent être soit d'origine périphérique ou d'origine centrale. Donc, si on ne fait pas un travail vraiment rigoureux, détaillé sur la classification de ces douleurs, je pense qu'on va passer à côté d'une prise en charge adéquate chez les Parkinsoniens. Donc, juste un exemple, parce que c'est un travail que j'ai trouvé super intéressant, qui a été publié en 2016 par une équipe sur les échelles qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la maladie de Parkinson, justement pour évaluer ces différents types de douleurs. Alors, il parle de l'échelle de King, qui est apparemment super intéressante et qui a été validée dans le cadre de la maladie de Parkinson. Donc, je fais juste référence à l'échelle DM4 qu'on utilise dans le cas des douleurs neuropathiques de façon générale. Celle-ci, donc, on peut l'utiliser aussi, mais il faut l'utiliser avec des compléments. Tout ça juste pour dire que c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail, je veux dire, c'est pas simple de classifier ce type de douleur. En France, on est en train de travailler encore sur les outils, justement, les valider chez l'homme pour pouvoir effectivement voir plus clair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je rappelle juste que le malade parkinsonien, lui, il a ce qu'on appelle une hypersensibilité. Toutes les douleurs que nous, on perçoit plus ou moins à notre échelle, lui, c'est amplifié chez lui. Un parkinsonien qui va arracher une dent, il ne faut pas dire, oui, t'es douillé. Non, c'est qu'il a très, très, très mal par rapport à quelqu'un qui va arracher une dent, quelqu'un de normal, on va dire, ou de sain. Et donc, ces travaux d'imagerie qui ont été aussi réalisés par Christine Breffel, qui ont été publiés en 2005, où elle a comparé 2 groupes de personnes, un groupe contrôle qui ne prend pas de médicaments avec un groupe de Parkinsoniens qui ne prennent pas de médicaments non plus. Donc elle a observé qu'il y a une hyperactivation de ces zones cérébrales qu'on a vues tout à l'heure, ce qu'elle a appelé réseau cérébral de la douleur. C'est vraiment des structures au niveau du cerveau qui s'enflamment, qui sont hyperactives. En fait, là, juste un point sur le traitement effectivement à la L-Dopa, qui est le plus utilisé, et en tout cas, c'est le traitement du premier choix pour les malades parkinsoniens, c'est le Madopar ici, c'est la molécule, donc L-Dopa. Le traitement dopaminergique a un effet bénéfique, ça c'est sûr, sur les douleurs qui sont associées aux symptômes moteurs de la maladie. Alors, il y a des personnes qui se plaignent encore de douleurs, mais quand on adapte le traitement L-Dopa, on arrive quand même à, on va dire, à s'affranchir de certains types de douleurs, en tout cas liées à la maladie elle-même. Alors reste la question, est-ce que l'anomalie dans la perception de cette douleur, dans cette amplification donc, de la perception de la douleur, est-ce que c'est dû à un dysfonctionnement du système dopaminergique? Ça a été déjà évoqué ce matin par Hamid. Et les travaux qui ont été réalisés au laboratoire sur le rongeur, puisqu'il y a implication, on pense aussi bien sûr que le système noradrénergique et sérotonergique est impliqué. Alors pourquoi le système noradrénergique?
Parce que la dopamine dont le parkinsonien a besoin, donc elle est transformée à partir de la L-Dopa quand il la prend sous forme de traitement. La dopamine, bien sûr, elle est utilisée chez ce malade-là par son organisme justement pour, on va dire, rétablir le mouvement ou éliminer les symptômes moteurs. Mais cette dopamine, elle est aussi transformée en noradrénaline. Donc, on ne sait pas trop qui fait quoi. Est-ce que c'est la dopamine ou la noradrénaline aussi? Parce qu'on peut, la personne ou le parkinsonien prend la L-Dopa, mais dans son organisme, il utilise la dopamine et la noradrénaline. Quant au système sérotoninergique, ce n'est pas vraiment on va dire, le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille avec Pascal Fossat et Mac Landry en collaboration avec Hamid, sur ces contrôles descendants qui sont hyper importants et qui utilisent donc cette substance, la sérotonine, en plus de la noradrénaline, pour moduler et contrôler cette douleur. Donc juste un petit résumé, je viens de le dire, je ne vais pas encore le répéter. Traitement médicamenteux donc à la dopamine, donc L-Dopa. Ça agit sur les douleurs qui sont liées donc aux symptômes moteurs. Pour les autres symptômes, les autres douleurs, il faut quand même soulager les malades, les parkinsoniens. Il faut proposer soit des antidépresseurs, des antiépileptiques ou d'autres traitements comme les opioïdes selon, on va dire, le type de douleur qu'ils présentent. Puisque c'est la journée de la stimulation cérébrale profonde, donc je vais dire juste un mot sur la douleur chez les parkinsoniens qui sont stimulés. Et donc, pour vous citer une étude qui a été faite, une belle étude qui a été faite sur 8 années, qui a été publiée par Jung en 2015 et qui montre donc une nette amélioration des douleurs dans la maladie de Parkinson de façon générale, et que, comme les symptômes moteurs, l'efficacité de la stimulation sur certains types de douleurs, elle est stable et efficace durant les 8 années. Cependant, il rapporte que dans certains cas, l'efficacité n'est pas suffisante pour traiter les douleurs musculo-squelettiques. Donc je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure, mon petit schéma pour vous montrer qu'il y a plein de structures cérébrales au niveau du cerveau qui sont impliquées à la fois dans la pathologie douleur, parce que c'est une pathologie à part entière, et dans la maladie de Parkinson, donc le thalamus et les ganglions de la base qui ont été largement, on va dire, présentés aujourd'hui. Et donc, il est juste essentiel, voire vital, pour comprendre la physiopathologie de la maladie de Parkinson et de comprendre aussi la physiopathologie de la douleur, que ce soit de façon pure ou dans le cadre de cette maladie-là. Il est indispensable de revenir au laboratoire pour réaliser malheureusement des expériences sur les animaux. Et ça, c'est obligatoire pour comprendre les choses. Alors, on est en train de travailler sur ces animaux-là, justement, pour essayer donc de comprendre l'implication du système dopaminergique, le rôle des ganglions de la base dans la perception et de la nociception, puisque ces ganglions de la base ne fonctionnent pas comme il faut dans le cadre de la maladie de Parkinson, et on essaie aussi de voir le rôle du thalamus, qui est une substance clé aussi dans la transmission des messages dans le cas de la douleur. Donc, juste pour partager avec vous aussi une étude qu'on a publiée il n'y a pas très longtemps avec l'équipe d'Amid chez Laura Siswagia, qui a été déjà présentée aussi ce matin. Donc, ici, je vous présente dans les histogrammes du haut, là, à droite, on montre que chez le rat Siswagia qui est lésé, donc le rat parkinsonien, du côté qui est lésé, par une technique particulière, l'HPLC, on montre que la dopamine a chuté de façon drastique au niveau donc, du côté, au niveau du striatum, côté donc lésé. Et en bas, vous avez une magnifique immunohistochimie. Au niveau du striatum, donc à gauche, on voit la couleur verte. Ça veut dire que la dopamine est présente. À droite, donc comme le cerveau est symétrique, le côté droit lésé, aucune trace de la dopamine. Et la figure de droite, pareil pour la substance noire, on voit à gauche les corps cellulaires
bien remplie, on va dire, de dopamine, alors qu'elle est absente du côté gauche. Juste pour vous montrer qu'on est obligé de reproduire la maladie chez l'animal pour pouvoir effectivement faire ces va-et-vient entre la clinique et la recherche. Donc ici, ce sont des histogrammes qui montrent un déficit aussi de locomotion, ou plutôt de l'activité locomotrice chez les animaux parkinsoniens comparés donc, au contrôle, à des animaux sains. Et à droite, une asymétrie qu'on voit côté droit versus côté gauche chez l'animal lésé par rapport à l'animal contrôle. Donc, concernant la douleur, et je ne comprends pas ce qui se passe, on va essayer de revenir. Normalement, c'est presque la fin. Hein. Voyez, je pense que même j'ai rattrapé le retard. Hein. Attends, rien à dire. Hein. Donc, en fait... c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, on revient donc à notre douleur. Le thème d'aujourd'hui, la douleur dans le cadre de la maladie de Parkinson. Bien sûr, on a évalué la douleur chez l'animal, chez nos animaux parkinsoniens comparés aux animaux contrôle. Et donc, ce que vous voyez ici à gauche, allodynie mécanique, c'est-à-dire on mesure le seuil de retrait de la patte de l'animal quand on lui présente, par exemple, une stimulation mécanique. On applique une pression sur la patte correspondante au côté lésé et on le compare au côté non lésé. Donc on voit qu'il y a une diminution du seuil de retrait de la patte qui montre une hypersensibilité mécanique de nos animaux. Pareil pour l'hypersensibilité thermique. C'est-à-dire on applique un faisceau laser qui va chauffer au niveau de la patte. Alors je vous rassure, l'animal est libre de ses mouvements. L'animal quand il n'en peut plus, quand il n'a pas envie, il se promène dans la cage ou il retire sa patte et on arrête là. Hein. Parce qu'il y a, merci Monsieur Violac d'avoir parlé des comités d'éthique chez l'homme, mais je peux vous assurer qu'au niveau européen, on a frôlé même la ligne rouge. On a un comité d'éthique extraordinaire, pratiquement qui met les bâtons dans les roues pour ne pas faire de l'expérimentation animale. Hein. Nora, tu confirmes, et je pense tous les chercheurs. C'est pour ça qu'on voudrait peut-être transférer nos recherches de l'autre côté de la Méditerranée pour peut-être une dizaine d'années, parce que ça va venir ici aussi. Donc, je reviens donc au thème du sujet, juste pour vous dire que sur ces animaux-là qu'on voit sur les histogrammes de gauche, donc en rouge, c'est le côté donc, droit, plantar test, c'est juste la machine ou le système qu'on utilise pour étudier donc étudier l'allodynie, ou l'hyperalgésie thermique, et en bas, mécanique. Et à droite, c'est les histogrammes les plus importants. Quand on va appliquer un traitement à l'apomorphine, qui est un agoniste dopaminergique, qui est aussi utilisé par des pompes chez des malades parkinsoniens, on rétablit donc cette sensibilité, comme on le voit sur l'histogramme en bleu, là au milieu. Je n'ai pas de pointeur. Donc... Ah, voilà. On le voit ici, donc vous voyez une augmentation du seuil, que ce soit thermique ou mécanique. On confirme pour une fois les résultats qui sont obtenus aussi chez l'homme. Alors, chez l'animal, on peut aller un peu plus loin et pour essayer de savoir quels sont les récepteurs qui sont impliqués dans cette réponse, donc on peut appliquer par injection intratécale chez l'animal des agonistes dopaminergiques des récepteurs D2 ou D1. Donc, ce sont des résultats qui viennent de tomber là. Donc, on arrive à améliorer aussi les seuils de la douleur, ou de la perception de la douleur, plus avec des récepteurs dopaminergiques de type T2 que de type D1. Et donc, je vais bientôt finir pour revenir donc à mes contrôles descendants, juste pour vous dire qu'il y a effectivement les traitements médicamenteux, mais je voulais juste rappeler que cette douleur, elle peut être contrôlée, elle peut être modulée par plusieurs facteurs émotionnels, cognitifs, et on peut rentrer soit dans des cercles vertueux, on va dire, si vraiment on est dans un état de bien-être,
de soutien social, etc. Il y a d'autres stratégies aussi qui jouent là-dessus. On peut cependant rentrer dans des cercles vicieux, c'est-à-dire on ressent la douleur, on ne se sent pas bien, on déprime, ça va augmenter notre perception de la douleur et on rentre dans un deuxième cercle qui est vicieux. Donc c'est le bien-être, le soutien, je pense l'accompagnement familial et de vos médecins, c'est hyper important pour les malades qui ressentent la douleur. Je vais finir là, juste pour vous rappeler quelques petites règles d'or, je dirais. Il faut toujours demander aux patients, que ce soit parkinsonien ou autre, s'il a mal, et surtout le croire. Surtout croire quand il vous dit que j'ai mal. Il y a des médecins, quand on dit, ben oui, vous avez mal, mais comme ils ne voient pas de blessure, ils ne voient pas, ah ben oui, donc ils délirent et tout ça. Non, il faut absolument le croire. Et ça, ce sont des règles des centres antidouleurs de France. Il y en a maintenant une quinzaine de France. Ils font un travail formidable, justement, pour soutenir, soulager les malades qui souffrent de douleur, mais qu'on n'arrive pas à traiter. Donc le deuxième point, c'est écouter sa réponse et respecter son choix. En France, en tout cas, il y a des personnes qui disent « Oui, je souffre et tout ça, mais je ne veux surtout pas de médicaments, proposez-moi autre chose. » Donc il faut que le médecin, il est là justement pour... il guide, mais surtout, il est à l'écoute de son patient. La troisième règle, c'est traiter quand c'est possible les causes de la douleur. Vous êtes médecin, donc je dirais vous êtes là pour ça, pour soulager et traiter la cause quand on la connaît, des fois on ne la connaît pas. Il faudrait évaluer aussi ces variations de douleur, justement pour ajuster les traitements, ajuster le traitement en fonction du besoin du patient. Et ça, franchement, les centres antidouleurs en France font un travail vraiment là-dessus, ajuster le traitement en fonction du besoin du patient. Ça, c'est très très important. Et en dernier point, prévenir et traiter les effets secondaires, parce que comme tout médicament, bien sûr, il a un effet bénéfique, mais il a aussi un effet secondaire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rabia. Bon, avant de donner la parole à l'Assemblée, il y a un super médicament au Maroc contre la douleur qui s'appelle Sbar. La patience. C'est la résistance à tout. L'endurance. Et tout à l'heure, j'ai exprimé de façon paradoxale, je crois, cette notion d'expression de la douleur, pour en rester à son dernier chapitre, la partie subjective. Est-ce qu'on peut introduire une différence par genre? Autrement dit, pour rester un petit peu caricatural, est-ce qu'une femme ou un homme exprimeront de la même façon leur douleur? Et est-ce que scientifiquement, ça repose sur un fondement scientifique? C'est une très bonne question. Effectivement, il y a eu des études, il y a pas mal d'études qui montrent des différences dans notre comportement face à la douleur. Pour une fois, en tout cas, ce qui ressort, c'est que les femmes supportent plus la douleur que l'homme. Je rajouterai une bémol, c'est que la douleur aussi, c'est tout un vécu, c'est-à-dire c'est toute l'expérience de notre vie qui fait que on va vraiment supporter, moins supporter, se comporter de telle ou telle façon. C'est-à-dire l'expérience elle-même de notre vécu va, on va dire, façonner notre vision actuelle face à la douleur. C'est une base scientifique? Y a-t-il une base scientifique? Je vais peut-être laisser, mais c'est une excellente question, Aziz Mourkrish, qui est spécialiste aussi de la douleur, qui travaille à Marseille. Je vais le laisser parler pour ça. En fait, juste pour ajouter un peu plus à la question, c'était justement scientifiquement prouvé, dans la mesure où ce qui a été demandé dans une étude, c'est un groupe de femmes et un groupe d'hommes à qui on a donné en fait une auto-injection de morphine suite à une opération ou quelque chose comme ça. Et donc après ça, ils se sont rendus compte que les hommes s'injectaient beaucoup plus de morphine que les femmes. Donc, est-ce que ça sous-entend que les femmes ont plus grande tolérance à la douleur que les hommes? C'est pas sûr. En fait, peut-être ça peut être aussi
une expérience culturelle à travers les accouchements, à travers les règles, etc., etc. Et du coup, ça fait qu'il est possible que la femme et l'homme soient connectés différemment et que, quelque part, il y a cette réponse qui est faite de façon à ce niveau-là. Après, chez les modèles animaux, il y a des différences, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, où il y a vraiment des aspects hormonaux, des aspects de modulation du système inhibiteur au niveau du système nerveux central et périphérique, qui font qu'il y ait des différences comme ça. Pour compléter ce que dit monsieur, bon, d'abord la femme enfant. Oui. La jeune femme a les douleurs menstruelles. Donc la femme a l'expérience de la douleur dans des conditions physiologiques normales, c'est-à-dire sans maladie, sans rien du tout. Donc je pense que ça, c'est une école de renforcement et donc c'est ce que je disais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors moi ce que je voulais dire c'est par rapport aux hormones, je pense que la femme ménopausée a une douleur différente, elle perçoit différemment la douleur que la femme non ménopausée. Je l'ai expérimenté. J'ai plus facilement mal après un coup.